Podcar, c'est le podcast dédié à l'art contemporain et la charte Un immeuble, une œuvre. Chaque semaine, je vous emmène dans les coulisses de ces projets et vous fais découvrir le travail des artistes, des galeristes et des acteurs engagés pour faire rayonner cette charte. Retrouvez ces projets et le travail de nos invités sur le compte Instagram de l'agence Monumentart. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter Agnès Peuzeux, directrice du Fonds de dotation Interconstruction, et Marc Villan, directeur général du groupe Interconstruction. Alors Interconstruction, c'est quoi ? C'est un promoteur principalement présent en Île-de-France qui réalise environ 700 logements par an. Le groupe fonde sa différence sur l'accès à la culture à tous et de plusieurs manières. Depuis des années déjà et bien avant la création de la charte Un immeuble, une œuvre d'art est intégrée systématiquement dans chaque opération. Également, et ça c'est un concept plutôt inédit, une bibliothèque partagée qui est animée par un libraire indépendant est installée dans chaque résidence. En 2019, le Fonds de dotation Interconstruction a été créé pour accompagner les projets citoyens par le mécénat. Agnès est artiste, Marc est aussi écrivain. Dans cet épisode, ils nous parlent de leur engagement pour l'art et la création contemporaine. Ils en parlent bien mieux que moi, alors je leur laisse la parole. Bonjour Agnès, bonjour Marc, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, je vais débuter par une question toute simple. Qui êtes-vous ? Moi, je suis Marc Villan, je suis président du groupe Interconstruction et actionnaire principal depuis 20 ans. Je suis également président de la Fédération des promoteurs d'Île-de-France. Donc j'ai un rôle syndical de défense de notre profession très attaqué d'ailleurs, fort. Je suis vice-président national. Voilà ma casquette. Par ailleurs, je signale que je suis quand même à titre subsidiaire, parfois romancier, et que j'ai déjà écrit un certain nombre de romans et que j'écris un 3e roman actuellement. Moi, je suis donc Agnès Peuzeux, je suis artiste depuis toujours. C'est mon métier. Après avoir fait des études d'art plastique, j'ai commencé cette vie, parce que c'est bien une vie, et c'est pour ça qu'en fait, il était important d'accompagner la vie des autres aussi. Alors, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui accompagnent la vie d'autres artistes, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît d'échanger, de partager. Et on a la chance de pouvoir le faire ensemble avec Marc, d'où cet engagement dans l'art. Depuis plusieurs années, vous intégrez systématiquement des œuvres d'art dans vos constructions, des œuvres d'art réalisées spécialement pour elles. Pourquoi est-ce que c'est si important, selon vous, d'intégrer l'art dans nos espaces de vie, dans notre vie quotidienne ? Plusieurs paramètres. Un paramètre tout simple, aider les artistes. Il y a plus de 30 000 artistes en Île-de-France. Vous avez peu d'artistes qui arrivent à vivre de leur art. Dans les pays matures, comme le Royaume-Uni, par exemple, vous avez beaucoup plus d'artistes qui arrivent à vivre de leur art. Dans des pays moins matures, comme l'Espagne, vous avez peut-être 30 artistes qui arrivent à vivre de leur art. En France, l'artiste est bien considéré, mais l'artiste ne sait pas vivre de son art. À part quand il est lié au spectacle et à l'intermittence du spectacle. Donc, aider les artistes. Deuxièmement, retrouver le lien, et je dirais presque le lien sacré entre architecture et art, qui est intimement lié à notre culture profonde. Je parle de la culture gréco-latine. Il n'y avait pas, à part les immeubles de rapport, il n'y avait pas un monument public, il n'y avait pas un bâtiment notable sans un mélange d'architecture et d'art. Et quand je dis c'est notre culture, c'est vraiment notre culture. En France, les architectes, c'est le ministère de la Culture. La formation, c'est les beaux-arts. En Allemagne, les architectes sont des ingénieurs. D'ailleurs, parfois c'est un avantage important. Mais nous, notre culture, c'est vraiment ce mélange entre l'architecture et l'art, embellir l'architecture. L'architecture a été hygiéniste et fonctionnelle au 19e et au 20e siècle. Au tournant du 20e et au 21e, il faut qu'elle redevienne très liée à l'art. Voilà, moi, mes raisons en tant que président du groupe Interconstruction. Et
Pour ma part, en fait, ça a été quelque chose d'assez naturel aussi parce que comme le dit Marc, les artistes ont vraiment besoin d'exister et ont besoin de vivre. Et c'est vrai que les 2 réunis, Marc étant, promoteur, construisant des immeubles où on y vit, et ben, il était important de mettre dans cette vie un peu d'art qui, fait en effet partie de notre culture, comme le dit Marc et surtout, essayer d'avoir un rôle presque éducatif au regard qu'on l'on porte sur l'art et sur le monde contemporain. Parce que finalement, c'est vrai que comme le dit Picasso, l'art lave notre âme de la poussière du quotidien. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en effet quelque chose qui nous accompagne dans une vie au quotidien. Et le quotidien, ce sont les appartements dans lesquels on vit, les maisons, et c'est toute cette construction qui accompagne nos vies. Et donc, il faut accompagner cette vie avec un peu d'art et accompagner ces artistes en même temps. Il y a une volonté de personnalisation des halls, des espaces, de personnalisation et de communauté. C'est-à-dire que à la fois l'œuvre d'art, elle personnalise l'endroit où vous arrivez, c'est votre œuvre d'art, c'est celle de la copropriété et elle appartient aussi à tout le monde. Voilà. Et elle ouvre un espace pour l'imagination qui, comme dit Agnès, lave de la poussière du quotidien. Oui, et puis l'art habite les lieux finalement. Nous, on habite ces lieux construits nouvellement et finalement, l'art accompagne cet habitat, donne en effet ce supplément d'âme, comme le disait Bergson, mais plus que ça, c'est-à-dire que finalement, ceux qui vivent là s'approprient l'œuvre comme la leur. Et c'est ça qui est important, c'est d'arriver à ce moment où ben, l'œuvre est totalement intégrée et totalement intégrée même dans la vie des gens, même si parfois elle dérange, parce que elle peut déranger, mais être un tout petit peu dérangé dans sa vie, c'est peut-être pas mal, parce que ça fait poser des questions à chacun de nous. Et finalement, cette interrogation, c'est aussi la volonté des artistes. C'est pas non plus faire de la déco. C'est l'artiste, il pose des questions sur le monde. C'est lui qui habite le monde et qui pose ses vraies questions. Donc, depuis, il se trouve qu'en effet, on a de la chance d'être un couple où Marc construit et moi, je suis artiste. Et donc, finalement, on a des amis artistes qui avaient besoin vraiment de vivre. Et en même temps, on a aussi des amis galeristes. Parce qu'il ne faut pas oublier les galeries. Parce que les galeries, c'est elles qui défendent les artistes. Et on a besoin des galeries quand on est artiste. Donc, on travaille et avec des artistes et aussi avec des galeristes que l'on accompagne parce qu'elles ont fait le choix de leurs artistes et bien souvent, pour certaines, on aime bien accompagner ce choix-là. Bien avant cette initiative du ministère de la Culture, donc, vous étiez déjà précurseur de cette démarche. Quelle a été votre motivation à intégrer le programme Un immeuble, une œuvre l'année dernière ? C'est vrai que ça fait 20 ans qu'on intègre des œuvres d'art dans nos résidences. Le sujet, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai des responsabilités syndicales et la démarche Un immeuble, une œuvre a permis de regrouper un certain nombre de promoteurs, avec un promoteur leader au début, Emerige, et a un peu changé notre image, l'a améliorée. Donc après avoir fait cavalier seul pendant longtemps, nous avons décidé de rejoindre ce groupement, Agnès m'ayant également fait valoir qu'il offre une plateforme de communication importante. Et aujourd'hui, faire les choses c'est bien, mais les faire sans communiquer dessus, sans le faire savoir, c'est malheureusement que la moitié de la démarche. Donc on a décidé d'aller jusqu'au bout de la démarche et d'intégrer cette plateforme. Oui, d'autant plus qu'il est important aussi de se regrouper. C'est aussi quelque chose d'important aujourd'hui.
être ensemble pour agir et c'est une bonne chose. Et c'est vrai que Emmerich et Arthur Toscan du Plantier, qui s'occupent de Un immeuble, une œuvre, font les choses très bien et ça permet d'avoir une qualité dans le choix des œuvres, mais aussi par exemple dans le choix des photos pour communiquer, d'être ensemble pour faire les choses et de le faire savoir. Et donc, c'est pour ça qu'on a intégré pour Un immeuble, une œuvre. Et en même temps, ça fait partie aussi de nos démarches dans le cadre du fonds de dotation pour que l'art soit vraiment au cœur de notre démarche au sein du fonds de dotation. Est-ce que vous aviez peur des contraintes qui pouvaient être liées à une adhésion à la charte Un immeuble, une œuvre? Exactement. C'est une très bonne question. J'avais peur de contraintes. Si vous voulez, notre métier a dû subir l'assaut de 10 000 normes en 5 ans. La façon de répondre des pouvoirs publics au mal logement, c'est de rajouter des normes et des contraintes, non pas de s'interroger sur leur action. J'aurais beaucoup à dire et je parle beaucoup dans les médias à ce niveau-là. Et je dois dire qu'initialement, quand je vois le mot État, quand je vois le mot contrainte, quand je vois le mot charte, j'ai toujours un mouvement de recul. Agnès et Anne Péricot m'ont convaincu d'adhérer et je ne le regrette pas. Mais vous avez absolument sans phare trouvé ce qui me bloquait. Mais bon, finalement, dans les contraintes, c'est installer une œuvre dans chaque projet et en fait, c'est ce que vous réalisiez déjà. Absolument, absolument. Mais bon, si vous voulez, c'est comme souvent quand on parle d'un point de vue syndical, on dit bon ça serait bien par exemple de créer une taxe parce que si jamais il n'y a pas assez de densité sur un terrain, parce que vous savez que la ville cohérente, la ville écolo, elle doit être dense. Et j'ai dit et ma réponse est toujours la même. Si vous créez une taxe en France, qui est le champion de la taxation et des impositions supplémentaires, on ne l'enlèvera jamais, on n'analyse pas les effets pervers et on risque de se retrouver dans une situation pire qu'avant. Donc, Un immeuble, une œuvre a fait ses preuves, c'est assez souple, c'est assez communicant, ça emmène tout le monde, on considère que c'est un succès, on a rejoint le succès. Est-ce que vous vous rappelez de projets un peu emblématiques, de projets qui vous ont marqué plus que d'autres et pourquoi? J'ai 2 projets emblématiques. J'ai Saint-Cloud, c'est d'abord une opération qui était une prouesse technique. C'est une opération dans laquelle on a fait trois immeubles neufs et on a reconstruit pierre à pierre un pavillon Napoléon III. Et on a mis dedans une œuvre d'une sculpture, une sculpture d'une amie artiste qui s'appelle Val, qui est morte depuis et qui est morte juste avant de livrer la sculpture et qui était une fille qui vivait en Asie et qui a fait la plus grande sculpture privée du monde à Taïwan, qui a un gros succès, une française, qui a un gros succès en Asie. Et c'était une amie de nous deux. Vous savez, ce qui est reconnu en Asie n'est pas forcément reconnu en France et vice-versa, encore que la France soit quelque part un leader. C'était un pied pour elle en France et elle s'est tuée 6 mois avant la livraison de la sculpture. Donc ça m'a quand même beaucoup marqué. Et le second, pour moi, c'est Ecocampus, où on a fait un jardin sculpture. Et je vais te laisser parler d'Ecocampus. Oui, Ecocampus, c'est le centre de recherche de Orange. Et dans ce centre de recherche de Orange, où il y a quand même 175 000 mètres carrés qui a été... Donc 75 000 mètres carrés sur 3 hectares et demi, dont 1 hectare et demi de jardin. Voilà. C'est un projet qui a été fait en 2000... Qui a été livré en fin 2014. Fin 2014. Dans ce projet, nous avons intégré beaucoup d'œuvres pour que justement ce lieu soit habité. Habité autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc j'ai fait appel à une galeriste qui s'appelle Evelyn Schum-Bronstein et avec laquelle j'ai travaillé pour que les œuvres soient le mieux adaptées à cet environnement contemporain. Donc il y a eu des sculptures de Philippe Desloubières dans le jardin
une Clément. sculpture de Alain Clément, une très grande sculpture d'Alain Clément. À l'intérieur, il y a une grande sculpture dans l'entrée de Stéphanie Guglielmetti. Il y a des œuvres d'Anne Paulus. Il y a certaines de mes œuvres aussi. Euh, et, Et et il y de avait la une œuvre vidéo. numérique aussi. Il y avait une œuvre numérique, c'est-à-dire un dessin devant la cage d'ascenseur, devant les cages d'ascenseur, un dessin incrémenté par un artiste chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, il faisait un trait supplémentaire. Et donc, c'était assez intéressant. Mm, Et puis, on avait animé les parkings, parce que les parkings, c'est terrible, les parkings, et surtout les nappes de parking d'un grand centre de recherche. Et on les avait animés avec des lithographies qui apparaissaient avec les phares et l'éclairage du parking, qui étaient assez amusants, qui étaient sur le thème de l'Égypte ancienne ou des Hittites. Et donc, il y avait plusieurs niveaux d'art dans ce bâtiment. Sachant que Alain Clément, il a quand même été, il a fait plusieurs expositions au Palais de Tokyo. Oui, c'est Donc un grand voilà. artiste. Enfin, de toute façon, euh, il se trouve que dans le choix que l'on fait des artistes, ce sont vraiment des artistes professionnels. Ce ne sont pas des gens qui font ça comme ça le dimanche. C'est des gens qui se sont engagés en fait dans cette vie d'artiste. Donc, bah, il y en a qui ont leurs heures de gloire. Parfois, ça disparaît un peu et puis ça revient. Et c'est pas parce qu'il y a des moments où ça va un peu moins bien qu'il faut pas les soutenir. Mais à chaque fois, ce sont des artistes engagés et qui s'engagent dans un projet particulier, avec une commande particulière. Donc, en fait, ils s'engagent, je dirais, presque physiquement, socialement, conceptuellement. Et toute cette esthétique, elle est vraiment liée à un dialogue qui existe entre, bien sûr, le commanditaire, le lieu et l'artiste. Et c'est ça qui est le plus important. Et dans ce projet de Orange à Châtillon, c'était vraiment quelque chose de très fort et ça a demandé beaucoup de travail, mais je pense que c'est très réussi. On a un retour, c'est que finalement, les salariés d'Orange se sont tellement appropriés et tout que c'est Orange Garden et on sait même plus qui l'a construit, on sait plus rien, c'est un truc qui existe et puis voilà, voilà. Donc c'est une forme de retour. Quand une entreprise s'approprie à ce point son lieu de travail et que les artistes et les artistes deviennent intégrés dans le quotidien et le promoteur disparaît, ben, quelque part c'est un succès. Mm. Moi, il y a un autre projet emblématique qui se trouvait à Achères, quand tu as construit un immeuble à Achères, où il y a une œuvre de Marc Velay qui est arrivée. C'était une grande sculpture qui était sur un mail devant l'immeuble construit. Et la rue s'appelle la rue Roltanguy. Et pour l'inauguration de cette sculpture, Madame Roltanguy, qui était encore vivante, malheureusement elle est décédée il y a peu de temps, Madame Roltanguy était invitée. Et il se trouve que l'artiste Marc Velay connaissait Madame Roltanguy parce que Madame Roltanguy et la mère de l'artiste étaient amies et promenaient leur bébé dans la poussette, donc Marc Velay, le sculpteur, quand il était bébé, avec le fils de Madame Roltanguy. Et elles promenaient leur bébé, elles étaient toutes les deux résistantes, et elles cachaient des armes dans la poussette. Et là, à un moment, l'artiste a pris la parole pendant l'inauguration et raconte cette histoire. Et ça a été un torrent d'émotions, autant pour Madame Roltanguy que pour Marc Velay qui l'a revoyé, enfin qui l'a revoyé. Elle l'a reconnu, Elle elle l'a n'avait pas fait reconnu. le lien, elle n'avait pas fait le lien, elle a reconnu l'histoire, la capitulation de l'armée allemande à Paris, c'est Roltanguy, mais à côté, il y avait le père de Marc Velay. Voilà. Voilà, sur les photos officielles. Et donc, et l'œuvre, alors Marc Velay savait que Madame Roltanguy venait, mais il ne nous avait rien dit du lien, et l'œuvre était sur l'esprit de résistance. Voilà. C'était quand même voilà, un moment très très fort entre une œuvre, bah, j'en parlais tout à l'heure, l'œuvre qui habite le lieu. Et ben là, c'était vraiment très très Alors pourquoi intense. j'en ai pas parlé? Parce que
La nouvelle municipalité a oublié de faire bonne garde et ces sculptures qui étaient en bronze ont été, et donc il faut le dire quand même, ont été démontées, Non. volées et ont disparu. Voilà. Donc Bon. pour moi, il y a un côté magique mais douloureux aussi parce que voilà, là c'était sur un mail, c'était pas sur un espace privé et donc c'est terminé. Il faut savoir aussi que le père de Madame Roll-Tanguy, Bon Breton, était venu travailler dans les années 37-38 à Cher comme ouvrier agricole parce qu'il y a de l'épandage à Cher. Donc c'était toute une histoire. Bon, je trouve un peu triste que l'histoire se soit terminée comme ça. Ouais. Ah oui, j'allais vous poser la question à savoir si l'œuvre proposée par Marc Velay était en lien avec cette histoire de la résistance. Et c'était trois ou quatre sculptures, je ne sais plus si c'était trois ou quatre, mais il y avait l'étudiant, oui, il y avait le veilleur, voilà, il y avait c'était sur la résilience, et la résistance étant un aspect de la résilience. Mais lui, en effet, savait que la rue s'appelait Roll-Tanguy, donc en fait, il avait créé ses œuvres dans ce sens-là. Mais nous, on ne savait pas le lien qu'il avait avec Roll-Tanguy Nous, on quand on connaissait l'a rien de choisi. l'histoire. C'est nous qui avons choisi, c'est la ville qui voulait appeler ça Résidence Roll-Tanguy. C'était une ville communiste à l'époque. Nous, on a choisi Marc Velay, on ne connaissait pas le lien, c'est comme si la résidence avait appelé Marc Velay. Et en plus, Madame Roll-Tanguy et son fils se déplacent à l'inauguration. Et ils tombent dans les bras les uns des autres. Donc, franchement, c'était quand même une belle histoire. Belle histoire, bon moment. C'est une belle histoire en effet, un petit peu ternie par le vol des sculptures. Cela pose la question de la conservation des œuvres dans un espace public ou semi-privé. Est-ce que vous avez d'autres retours sur des situations un petit peu similaires ? Dans l'espace privé, c'est généralement bien accueilli. Voilà. Nous, on a peut-être fait, je sais pas, j'ai peut-être fait 8000 logements, 10 000 logements depuis 20 ans, donc on a eu très peu d'incidents. On a eu un ou deux sujets. Une fois, on n'a pas pu mettre l'œuvre parce que les livraisons s'étant passées moyennement, tout ce qu'a apporté le promoteur était rejeté. Et puis, on a une seule copropriété qui nous a fait démonter, qui a démonté une œuvre d'ailleurs très très bien, qui n'en a pas voulu. C'était à Antony, on va le dire. Oui. Et ils ont démonté une œuvre, voilà, elle ne leur a pas plu, ils se sont focalisés dessus. On n'a pas très bien compris. Mais sur un total, c'est une œuvre sur un total ridiculement beaucoup plus important. Donc on peut vraiment considérer que généralement, c'est bien vu, c'est bien accepté. Et nous, on essaye de diversifier. Là, ça peut être une sculpture, ça peut être des photos, ça peut être une peinture, ça peut être un mélange. On a vu que dans EcoCampus, c'était même parfois de l'art numérique. Donc, on essaye d'adapter au contexte. Ça peut être une fresque aussi. Et c'est vrai que ça peut habiter l'espace extérieur et intérieur avec de grands murs peints. Toutes les œuvres contemporaines et les matériaux utilisés par des artistes contemporains sont possibles en fait dans des installations. Là bientôt à Aubervilliers, on va avoir des œuvres qui seront des œuvres mouvantes et des sculptures mobiles. Voilà, tout est possible en fonction du lieu. Et le choix est fait en fonction de l'architecture et de l'espace dans lequel ça va être installé. Aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler d'art numérique et il y a 5 ans, vous installiez déjà des œuvres d'art numérique. Vous étiez vraiment très en avance sur le choix d'un médium qui était vraiment pas très connu à l'époque. Oui, c'est l'avantage d'avoir une véritable artiste qui pilote nos choix. C'est-à-dire qu'un artiste est souvent en avance, donc forcément nos choix ont été un peu en avance. Et je pense qu'il faut insister sur notre démarche. Notre démarche est de faire, encore une fois, émerger les talents des territoires. Elle n'est pas top-down. On ne part pas d'un musée, d'une institution. C'est aussi pour ça que je me méfie un peu d'un immeuble, d'une œuvre. On part
On part de la base, on part des artistes, on part du lieu et on construit. Ce qui ne nous empêche pas, parfois, d'être en avance, comme on l'a été sur l'art numérique, comme on a pu l'être, comme on l'est encore sur la bibliothèque qu'on a montée dans tous nos halls. On met une bibliothèque achalandée par une librairie indépendante, vous nous reconnaîtrez bien là, pendant 3 ans pour que nos copropriétaires lisent et partagent une culture littéraire importante à nos yeux. Cette démarche, elle est en effet ce dont on parlait au début, c'est-à-dire elle fait partie de cette culture que l'on a envie que tout le monde s'approprie, mais elle est importante dans le lien que les gens peuvent avoir avec une librairie. Et c'est ça qui est important. C'est pas une boîte à livres comme on voit dans les villes, c'est très bien les boîtes à livres, mais là c'est vraiment un lien avec une librairie indépendante. Donc ça veut dire qu'en fait ça incite aussi les gens à aller chercher des livres dans la librairie de leur quartier. Et pendant ces 3 années, au moment de la livraison de l'immeuble, il y a quand même un contrat qui a été fait avec ces libraires. Et donc, ça permet aux libraires de présenter les nouveautés dans les bibliothèques de l'immeuble, mais ça permet aussi au public de venir découvrir ce qu'ils ont à côté de chez eux. Et ça, c'est important. C'est une vision très humaniste de la construction de l'habitat. Je crois que je n'avais jamais entendu parler d'une telle démarche chez d'autres promoteurs. Est-ce que vous pouvez me raconter comment sont sélectionnés les artistes ? Alors, en fait, les artistes sont choisis en fonction, bien sûr, des lieux. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre la même œuvre, un artiste à Saint-Cloud qui sera le même à Aubervilliers. Mais en plus de l'espace-temps, c'est aussi en fonction de l'architecture et c'est en fonction de nos rencontres aussi. D'un dialogue avec l'architecte. D'un dialogue avec l'architecte, absolument. Parfois d'un dialogue avec la ville, parfois. Et également, Agnès a raison, nous on laisse une part au hasard. On laisse une part à la chance, on laisse une part au gratuit, à l'instant, et donc c'est aussi en fonction des rencontres. On fait chez Interconstruction tous les ans, on fait la promotion d'un artiste avec notre carte de vœux, on lui achète des œuvres. Parfois, on en fait des copies qu'on envoie à nos mandants les plus importants. Donc, et c'est toujours l'occasion d'une rencontre. Voilà. Et cette rencontre, on la veut gratuite et inattendue parfois. Et donc c'est vrai que comme de toute façon on navigue beaucoup dans le monde de l'art contemporain et qu'on a beaucoup d'amis, que ce soit des artistes ou des galeristes, et puis aussi des gens qui spontanément nous proposent un travail, finalement on fait le choix assez rapidement, bien sûr en concertation aussi, hein, au sein d'Interconstruction. On discute, on échange, on voit si ça fonctionne. Parfois, on monte aussi des concours pour départager des artistes on les met en concurrence. Mais on les indemnise. Mais on les indemnise à chaque fois. S'ils ne sont pas pris, il y a un lauréat et puis les autres sont indemnisés. Voilà, ça se fait assez naturellement. Il faut savoir qu'en fait, le processus est long, c'est-à-dire que comme l'artiste est choisi au tout début du projet, forcément, il y a au moins 2 ans qui s'écoulent entre l'artiste qui a été choisi et puis l'œuvre qui va être installée. On prévient les artistes parce que parfois les artistes imaginent que c'est demain que ça va être installé, mais non. Il faut tout ce temps-là pour que ça s'installe bien. On choisit l'artiste juste après l'architecte, presque. Donc vous intégrez l'œuvre d'art dès le début du projet. Oui. Elle ne vient pas se surajouter. On en discute avec l'architecte, on essaye de lui trouver son espace dans le terme espace et son espace psychologique aussi. S'il y a un grand jardin, ça va être une sculpture. On va demander au maire de l'inaugurer. Voilà. D'autre part, c'est vrai que l'artiste, lui, va vraiment aussi travailler en fonction de l'espace. En fait, parfois, on choisit un esprit
Et puis l'artiste travaille en fonction de cet espace, de l'espace créé par l'architecte. Et à chaque fois, on intègre, c'est-à-dire que la décoratrice ou le décorateur intègre l'œuvre et pour que l'accrochage soit vraiment parfaitement optimisé, intégré à l'entrée de l'immeuble. Est-ce que vous recevez parfois des retours de la part des habitants ou bien des usagers lorsqu'il s'agit d'immeubles de bureaux sur l'installation de ces œuvres d'art? Généralement, elles sont bien perçues, mais le sujet, c'est que quand vous faites les choses bien, vous n'en avez pas de retour. Le sujet, c'est ça. On a le retour de certains élus, des mandants extérieurs, qui nous disent: Ah, ben, j'ai compris, on rentre dans votre rôle, on se sent déjà chez soi, il y a une appropriation de l'espace. Chacun se sent chez soi dans un espace commun. Voilà. Mais quant aux habitants eux-mêmes, si vous les interrogez, ils vont vous dire c'est chouette. De là à féliciter un promoteur, alors que vous êtes endetté sur 25 ans, il y a une petite marge, il faut quand même le dire. Certains artistes m'ont parfois dit qu'ils avaient reçu des messages, alors maintenant avec les réseaux sociaux c'est vrai que c'est assez facile, qu'ils avaient reçu des messages d'habitants qui leur disaient merci pour cette œuvre, on passe devant tous les jours, peut-être l'artiste reçoit lui au moins des réactions. Mais c'est bien qu'ils félicitent bien. les artistes. Finalement, nous, les promoteurs, on retourne dans l'ombre assez facilement. J'espère que ce seront toujours des compliments et non pas des insultes. Le problème des réseaux sociaux, c'est ça, c'est que ça peut être ou l'un ou l'autre. Mais c'est bien si parfois il y a des retours positifs. En 2019, vous avez poussé encore plus loin votre engagement pour le soutien à l'art avec la création d'un fonds de dotation. Quel est le rôle de ce fonds ? Alors, c'est vrai qu'on a créé ce fonds de dotation en 2019 pour aller un peu plus loin, en fait, dans ces engagements dont on parlait avant. Donc, ces 4 thèmes, la biodiversité, le sport, la littérature et l'art. C'est un vaste sujet que l'on a regroupé sous la houlette de l'éducation. On en a parlé au tout début de notre interview en disant, bah voilà, on a envie que les gens puissent regarder l'art autrement, puissent aiguiser leur regard avec l'art contemporain, puissent lire et en effet avoir un sens critique grâce à la lecture. Et donc on voulait aller plus loin. Et là, s'engager en fait dans un fonds de dotation, ça voulait dire aussi participer à des projets qui existent déjà, des projets avec des associations qui sont déjà engagées, par exemple, dans tous ces thèmes, la biodiversité, le sport, etc. Et nous avons réuni des administrateurs autour de ces thèmes-là pour qu'ils nous accompagnent en fait dans notre engagement dans les projets. Et du coup, on a démarré ce fonds de dotation en travaillant par exemple avec une association qui s'appelle Alage et qui a fait une résidence d'écrivains sur l'île Saint-Denis, mais aussi qui fait de l'insertion dans la floriculture. Et donc, on les soutient dans ce projet-là. On est en train de monter un concours de sculpture avec des éléments de récupération sur l'île Saint-Denis aussi, toujours avec Alage. On a soutenu beaucoup aussi le handisport parce qu'en fait, le sport, c'est quelque chose d'essentiel pour le corps et le handisport, c'est quand même impressionnant de voir l'énergie développée par les personnes qui sont en situation de handicap. Et donc, on avait envie de soutenir le handisport avec Cyril Moret, qui va d'ailleurs commenter les Jeux Olympiques de cet été au Japon. Voilà. On a choisi l'éducation comme thème transversal parce qu'on pense que c'est le défi d'aujourd'hui.
défi avec le numérique, défi dans les banlieues, un défi de niveau. Donc autour de nos 4 thèmes, on a voulu créer un thème fédérateur qui est celui de l'éducation. C'est-à-dire, Thierry Moret, il montre aux jeunes dans les quartiers qu'on peut faire du sport, être un athlète de haut niveau, handicapé. À chaque fois, on essaye de mettre à notre modeste échelle l'accent sur l'éducation parce que finalement, tout est quasiment un problème d'éducation. Agnès, vous êtes la directrice de ce fonds de dotation, mais vous êtes également une artiste. Quel regard cela apporte à vos actions ? Alors, j'avoue que je pensais monter le fonds de dotation et après m'éclipser pour laisser une personne s'occuper du fonds de dotation. Et puis, pour multiples raisons, j'ai continué à m'occuper de ce fonds de dotation. Alors, peut-être que l'avantage, c'est ma liberté de regard. Voilà, c'est parce que en tant qu'artiste, on est assez libre, on est assez inventif et ça me permet de ne pas avoir de véritables barrières. Ça permet aussi d'établir des contacts avec des gens qui ne sont pas dans un milieu, pas dans le milieu de la promotion, mais ouvrir en fait un champ qui est le champ artistique et qui est parfois difficile à pénétrer. Moi, ça fait longtemps que j'y suis. Ça me permet de voir les possibilités pour des projets. Voilà, je pense qu'en fait, c'est ça qui est le plus fort. C'est aussi l'intérêt. Alors, ça ne participe pas au fait que je sois artiste, mais là encore, dans le fonds de dotation, on a 4 thèmes, mais on choisit les projets en fonction des personnes que l'on rencontre. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que le projet, bien sûr, peut être intéressant, mais il y a aussi un échange qui se fait et un échange qui se fait dans la durée. L'idée, c'est de ne pas financer des projets qui soient très ponctuels, mais au contraire, de tisser un lien qui nous permettra de travailler avec des associations sur un long terme. Parce que l'éducation, c'est pas en un instant que ça se fait. Il faut que l'éducation, elle se poursuive sur plusieurs années pour pouvoir faire grandir. Donc voilà, c'est les gens que l'on rencontre pour le fonds de dotation ont bien sûr des projets très intéressants, mais aussi c'est une histoire de rencontre. Agnès, Marc, merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé ce moment avec moi. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à lui mettre un avis 5 étoiles ou le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et à tout de suite sur le compte Instagram de l'agence Monumentart.